La première chose que je dirais, c'est qu'évidemment l'ESSEC, que je représente un peu ici, plus ancien dans le grade le plus élevé, je crois, dans la salle, si je ne m'abuse, je ne vois pas d'autres collègues, se félicite bien sûr à la fois de la possibilité d'organiser de telles rencontres qui nous permettent de toucher du doigt des sujets d'actualité importants, se félicite plus généralement du partenariat avec la Poste. Tu en as parlé, je ne répéterai pas. Sauf pour insister davantage encore sur le fait que l'ESSEC, c'est une communauté. Alors, évidemment, on a parlé d'entreprises, on a parlé d'acteurs économiques, l'ESSEC est un acteur économique, mais ce n'est pas proprement parler une entreprise. Il n'y a pas de capital, c'est une association. On travaille essentiellement pour l'intérêt public. C'est une communauté, et cette communauté, comme toutes les communautés universitaires, peut-être plus encore en France et plus encore dans le cadre de l'ESSEC, elle vit, elle se développe, elle innove dans et par sa relation avec son client. Et son client, c'est qui son client? C'est la société économique, c'est la société civile. L'objectif, ce n'est pas de vendre du diplômé ou de vendre de la formation, c'est de développer des contenus, c'est de développer quelque chose qui fait sens. Et plus que jamais, on se rend compte que la source principale, à partir de laquelle on peut développer notre futur, cette source, c'est cette interaction de plus en plus permanente avec l'étudiant, avec le responsable économique, avec les entreprises qui nous font confiance. Et c'est bien dans le cadre de la construction de cette relation de confiance, cette relation qui permet le développement et l'innovation, que s'est inscrite ce partenariat avec la Poste depuis le 2009, quand on a commencé à fonctionner d'abord au niveau national, puis plus récemment, l'année dernière, au niveau régional. Ça renvoie également à une deuxième dimension qui est propre à de nombreuses écoles en France, bien sûr, mais certainement extrêmement structurante dans la façon dont fonctionne l'ESSEC. Nous sommes, que nous le souhaitions ou pas, un acteur de l'international. Aujourd'hui, les écoles de management, nous sommes nombreux à détester l'appellation école de commerce, non pas que le commerce ne soit pas la base de tout, elle l'est, mais il faudrait bien l'employer dans le commerce de tout. Ce que nous enseignons essentiellement est le management des hommes, le management des organisations, le management de l'économie. Les écoles de management, donc, sont aujourd'hui inscrites dans une compétition internationale. Nous ne pouvons plus raisonner autrement que par échange, par partenariat, par comparaison, quelquefois par concurrence, avec des acteurs nord-américains, bien sûr, également européens, mais de manière plus récente, et maintenant asiatiques et mondiaux. Nous sommes, par nature, dans une dynamique qui est internationale. 50%, presque un peu moins, de nos professeurs sont de nationalité étrangère, non française, et une part croissante de nos étudiants le sont, une part croissante des participants à nos programmes de formation continue le sont, d'autant que nos activités ne sont pas distribuées seulement à partir de Cergy ou de la Défense, comme vous le savez, mais également à partir de Singapour, et d'autres centres. Nous étions, Xavier et moi, à Bucarest en début de semaine. Nous pourrions aller dans quantité d'endroits dans lesquels nous avons soit des bureaux, soit des interventions, soit des programmes en cours. Toutefois, il y a d'international solide que si on s'inscrit dans un contexte national et régional. Et il est bien clair que la Poste, et en particulier la Poste direction Île-de-France, et en particulier la direction du Val d'Oise, a souhaité s'inscrire dans une relation particulière pour renforcer et consolider encore le partenariat établi au niveau national avec la Poste. Nous nous réjouissons beaucoup de cette relation avec le Val d'Oise. Et d'une manière générale, nous avons intérêt à développer, consolider, élargir les relations avec le monde économique régional. D'abord parce que ce monde économique est plein d'acteurs extrêmement ambitieux, notamment par leur propre ouverture internationale, et également parce que c'est ce monde économique-là qui fait vivre la région, qui fait vivre les régions dans lesquelles nous sommes inscrits et dans lesquelles nous sommes inscrits, comme vous le savez, pour la durée. Nous construisons de nouveaux bâtiments en permanence. Donc, l'ESSEC est dans cette relation avec son client au sens large, véritablement au cœur de son existence et de sa réalité. Alors, bien évidemment, le marketing est un domaine que nous privilégions. L'ESSEC a toujours été considérée comme l'une des premières écoles européennes en matière de marketing. Je crois qu'elle est dans d'autres disciplines également. Nous faisons bien évidemment, comme d'autres,
de la finance, du contrôle de gestion, du droit des affaires, du management, de la stratégie internationale, bien d'autres choses. Mais le marketing est certainement quelque chose d'extrêmement important. Alors qu'est-ce que le marketing nous dit? Déjà depuis très longtemps, il nous dit quelque chose d'essentiel. Je paraphraserai Peter Drucker, en fait je le citerai même, comme ça en le lisant j'éviterai de le paraphraser. Il nous dit exactement la fonction de l'entreprise est de créer et d'entretenir des consommateurs. Et parce que cette fonction est de créer et entretenir des consommateurs, l'entreprise n'a que deux objectifs, le marketing et l'innovation. 1954. Vous savez que cette grande polémique, il a continué à nourrir pendant des années, en disant en substance, dans l'entreprise, il n'y a que ces deux missions qui sont productrices de valeur, le marketing et l'innovation. Tout le reste, ce sont des coûts qu'il faut bien allouer pour construire véritablement une réponse, pour satisfaire aux objectifs de l'innovation en vue d'atteindre, de développer, de rendre heureux des clients. Alors, d'autres chercheurs un peu plus tard disaient bien, l'objectif du marketing, c'est bien d'atteindre les clients au moment qui influence le plus leurs décisions. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce client, évidemment, comme on l'a largement souligné ce matin, il connaît une montée historique de son importance dans la relation avec le client. Non pas que les choses soient aussi simples qu'on voudrait bien l'entendre. Oui, le client devient plus libre. Oui, il s'invite dans les processus de décision et de définition de l'offre. Aujourd'hui, on peut même dire qu'il s'impose. Et toute entreprise qui ne voudrait pas trouver un moyen d'insérer le client dans les processus d'évolution de son offre, de sa relation avec le marché, se trouverait probablement marginalisée. Toutefois, on sait aussi que nous avons quantité de stratégies permettant aussi de l'influencer, je ne vais pas dire de le manipuler, mais entre nous, sachant qu'évidemment, la tension est grande entre d'un côté la volonté d'influencer le client et d'un autre côté la volonté de le laisser en toute liberté exprimer son souhait. Ce qui est certain, c'est que ce dialogue, cette dialectique permanente entre ce que veut ou voudrait véritablement le client et ce que veut et voudrait l'entreprise, elle est plus présente qu'elle n'a jamais été au centre du débat de la relation entre l'entreprise et l'environnement économique et les marchés. Ça nous amène naturellement à nous interroger un tout petit peu plus sur le rôle de la technologie dont on a largement parlé aujourd'hui. Bien sûr, ce n'était pas le thème, mais on a cessé de mentionner l'importance tout à fait majeure qu'a pris, que continuera de prendre tous les supports qui nous sont maintenant accessibles pour tantôt influencer ce client, tantôt simplement l'interroger, le faire participer au processus de développement, etc., tantôt l'écouter, tantôt évaluer, apprendre de lui, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a également mentionné à certains moments le risque d'une banalisation. On sait que la capacité d'absorption de l'information par les générations montantes est considérablement supérieure à celle des générations présentes, je ne vais pas dire descendantes, comme la garde qui monte, la garde qui descend. Mais il y a tout à fait des études très sérieuses, scientifiques, de psychologues et de sociologues, mais surtout de psychologues, qui démontrent qu'effectivement, les gens qui aujourd'hui, 20 ans, 25 ans, absorbent, et encore plus jeunes, beaucoup plus d'informations que les mêmes, leurs parents, leurs grands-parents, à l'époque où ils avaient 20 ans, etc. Il y a une capacité d'absorption beaucoup plus importante et une agilité de l'esprit qui ne produit pas nécessairement un extran d'une valeur supérieure. C'est-à-dire que l'absorption ne veut pas dire l'utilisation intelligente, ne veut pas dire que l'on crée plus ou que l'on crée davantage. Ça reste largement à démontrer. Aucune étude scientifique tente à, pour l'instant, prouver qu'il y a une production de valeur supplémentaire, mais il y a une absorption très nettement supplémentaire. Et elle continuera probablement à progresser. Mais malgré cette évolution, le risque de saturation est là. Nous recevons, on l'a souligné, tellement de messages. C'est vrai qu'avoir accès à un site d'entreprise, avoir accès à un site actif, etc., devient quelque chose de tellement courant qu'on en arrive, comme ça a été le cas dans l'histoire économique très régulièrement, à faire une différence entre ce qui est absolument indispensable
et qui fait que si on ne l'a pas, on n'existe pas, et ce qui véritablement crée de la valeur parce que différenciant. Et on voit bien qu'on est à ce tournant. Il y a 10 ans, un site intelligent permettait de gagner des points. Aujourd'hui, ne pas avoir de site intelligent en fait perdre significativement. Est-ce que ça en fait gagner? Ce n'est pas évident. À cause, effectivement, de cette immense généralisation de la pratique, plus ou moins intelligemment influencée par l'effort des uns et des autres. Alors quoi? Alors, est-ce que ça veut dire que ce cycle éternellement continuera et que finalement tout ça va se banaliser Non, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'observer quand même que le marketing dévoile une revanche d'un paquet de médias considérés par le passé un petit peu comme secondaires. Et le courrier en fait partie. Mais également les foires et salons. Vous savez, ces vieilles choses datant du Moyen-Âge. Et également le bouche à oreille. Le bouche à oreille, on sait que c'est par l'intermédiaire de ce dont on a parlé, les blogs, les réseaux sociaux et autres. Le bouche à oreille est devenu probablement le média principal. Cette capacité à influencer par le bouche à oreille, la technologie lui a donné brusquement une dimension, un relief, une étendue considérable. Et quel paradoxe! Puisque le bouche à oreille avait justement en soi qu'il était la relation entre des personnes, l'influence non teintée de tous les artifices de la modernité. On se parlait, on s'influençait. Et aujourd'hui, ce sont les moyens technologiques qui permettent de donner au bouche à oreille une étendue jamais connue dans l'histoire. Les foires et salons, c'est une grande banalité, oui. Progression malgré la crise de toutes les activités foires et salons qui introduisent le public, qui s'adressent au public. Les professionnels, professionnels, ça stagne un peu. Mais dès lors qu'on ouvre, les particuliers, pourquoi? Parce qu'il y a un événement physique. Parce que le relais, effectivement, de quelque chose qui est virtuel, qui est sur la toile et autres, se fait au travers d'une manifestation, d'une fête, de quelque chose. Et on voit bien que, plus généralement, le fait de créer de l'événement, et un certain nombre d'entreprises le savent bien, Ikea a créé des tas de choses dans les gares et tout, on peut citer, on ne le fera pas là, des dizaines et des dizaines d'entreprises qui ont créé et qui créent de l'événement physique à un moment donné, utilisant les réseaux sociaux, les blogs et autres pour créer le buzz qui va constituer l'événement, parce qu'à un moment, les gens se retrouvent, ils se retrouvent entre eux, ils se retrouvent physiquement, et c'est là que se crée quelque chose. C'est amusant de penser que quand Apple a créé ses magasins, il n'espérait pas nécessairement en faire de très grandes surfaces de vente, puisque finalement l'objectif c'était surtout de se retrouver physiquement dans un lieu pour voir et toucher les objets. On avait appris des Chinois, vous savez, les Chinois achètent des ordinateurs comme on achète des melons, ils les poussent, ils les sentent, et puis si ça leur plaît, ils achètent. Ce qui fait que Dell, dont certains parlaient, a eu bien des difficultés à s'imposer en Chine dans un premier temps, parce que la vente par correspondance ou par Internet en Chine, d'ordinateurs, dans un premier temps, n'a pas connu un grand succès. Et là, l'idée, effectivement, Apple, c'est de créer un lieu pour que les gens se rendent compte et touchent l'objet. Et c'est devenu les lieux sur lesquels le chiffre d'affaires par mètre carré est le plus élevé. Quel paradoxe, là encore. Et puis, plus généralement, ces phénomènes nous invitent à nous dire, mais finalement, ce qui compte, ce qui est important, ce qui est à la base de cette relation avec le client, ce qui permet de développer, d'innover, c'est de donner du sens, c'est de créer de l'émotion, c'est de révéler du collectif. Et qu'en fait, la réponse à beaucoup des questions qu'on se pose, c'est pas tant de savoir s'il faut se doter de telle ou telle technologie, s'il faut se doter de tel ou tel aspect, s'il faut utiliser plus de ci ou plus de cela. C'est s'interroger de savoir comment est-ce que par la combinaison intelligente des médias qui nous sont accessibles, on est capable, avec une certaine humilité, avec une certaine candeur aussi, de générer un rapport affectif entre le client et l'entreprise qui véritablement le sert, de créer l'émotion, de donner du sens pour que le client soit fier et heureux de son acte d'achat, qui est de plus en plus un acte citoyen, par certains côtés. Toutes les enquêtes montrent à quel point, effectivement, le client de plus en plus cherche à donner un sens à son acte d'achat. Et recréer du collectif, recréer ce sentiment précisément que nous vivons ensemble, alors même qu'on aurait pu penser que les technologies allaient isoler tout le monde dans son coin, qu'on allait se retrouver dans sa boîte, devant son ordinateur, à vivre tout seul, à vivre des émotions tout seul. Eh bien non, il y a un besoin, il est là, il est majeur. Une communauté comme l'ESSEC est une communauté qui, par nature, s'adresse au collectif et construit du collectif. Ce qui est le fantastique que j'ai découvert avec ces années
de relation avec la Poste, c'est que la Poste, c'est aussi une communauté, c'est aussi du collectif. S'il y a une telle relation de confiance entre le client ou l'usager, selon la terminologie qu'on veut lui donner la Poste, c'est parce qu'on est dans un rapport au collectif, parce que la Poste s'inscrit dans un collectif, et qu'à partir de là, ça lui donne la possibilité d'établir, d'être un vecteur d'une relation qui émotionnellement peut être infiniment plus dense que beaucoup d'autres émotions, que beaucoup d'autres messages sans émotion qui pourraient être diffusés par des médias classiques. Et en ce sens-là, on voit qu'on retombe sur quelque chose de bien éternel, c'est que pour que le client se sente libre, pour qu'il se sente respecté, pour qu'il ait le sentiment que finalement dans sa relation avec l'environnement économique, il progresse, eh bien il faut lui donner du sens. Et ce dont on a parlé aujourd'hui, c'était largement la question de savoir comment utiliser les moyens qui sont les nôtres pour effectivement donner ce sens. Voilà, je vous remercie pour tout et puis je vous souhaite une bonne journée. Et je crois qu'il y a un cocktail qui nous attend. Et encore une fois, félicitations à la Poste pour cette journée.